Claude Forest est directeur de recherche INSERM, spécialisé en toxicologie, pharmacologie et signalisation cellulaire à l'UMR S 1124 de l'Université Paris-Descartes. Vos travaux visent essentiellement la nutrition, le métabolisme et la régulation génétique, et vous allez nous dresser un panorama de la fraude et de l'intégrité scientifique dans les revues scientifiques. Merci beaucoup Manuel et merci Alexandre pour cette introduction et cette invitation. Avant de démarrer, je voulais dire que je suis chercheur INSERM, mais je ne suis pas mandaté par l'INSERM pour faire cette conférence. En revanche, je sais que c'est Ghislaine Filiatro qui me l'a confirmé, que l'INSERM encourage ce type de démarche. Voilà. Alors c'est tout un programme. Ma légitimité, je commence toujours par cette diapo-là, parce que pour vous dire en fait que je suis moi-même une partie intégrante de ce système de recherche. Et notamment, j'ai participé à des évaluations de recherche dans ma carrière. Je ne suis pas chercheur dans le domaine de l'intégrité scientifique. En revanche, je me suis intéressé à ça et je me suis un petit peu impliqué il y a 3-4 ans, quand je me suis rendu compte de l'ampleur du phénomène et que mes collègues chercheurs, et a fortiori les étudiants, n'étaient pas au courant, ou s'ils étaient au courant, c'était très partiellement. Et donc, j'ai considéré que c'était important de les informer et qu'il y ait une prise de conscience, en fait, de ça. Je dois rajouter sur cette diapositive que je suis encore maintenant rédacteur d'un journal qui s'appelle Biochimie, qui est le journal de la Société française de biochimie et biologie moléculaire, la SFBBM, qui a 100 ans d'âge, pas moi, mais le journal et la société. Pas encore, moi, et pour lequel je traite 120 à 140 articles par an, et c'est Elsevier qui publie ce journal. Voilà. Alors, Joël Alno a défini déjà ce que c'était, mais je vais repartir sur la définition d'intégrité scientifique. Dans le contexte scientifique, l'intégrité et l'engagement personnel des chercheurs à respecter les règles de bonne pratique scientifique, honnêteté, méthodologie rigoureuse, sauvegarde de tous les résultats et disponibilité ouverte de ceux-ci. Et bien sûr, puisqu'il y a l'intégrité scientifique, il y a des manquements. Et je vous signale ici ce qui est écrit sur le site de l'INSERM, du département d'intégrité scientifique, qui est dirigé par Ghislaine Filiatro. Et vous voyez qu'en premier, on va parler de ce qui est en gras, fabrication, falsification, plagiat, les FFP, la rétention de données, mais ça va jusqu'à l'oubli volontaire d'un auteur sur une publication, le conflit d'intérêts non divulgué, l'encadrement inadéquat des étudiants et des jeunes chercheurs. Alors, comme l'a dit Joël, en juin 2016, Pierre Corvol a remis à Thierry Mandon, ministre de la Recherche, le rapport qu'il a rédigé avec l'aide de toute une série de personnes, bilan et proposition de mise en œuvre de la Charte nationale d'intégrité scientifique. Et bien sûr, il y avait beaucoup de choses avant ça dans le domaine de l'intégrité scientifique, mais ça a vraiment lancé toute une série de choses. Et notamment, j'étais très intéressé par ce colloque Avisant, Agence de la vie et de la santé, en décembre 2017 à Paris, où les mots excellence, qui n'a jamais été défini avant, à mon sens, et intégrité, on pourra en discuter après, et intégrité scientifique étaient vraiment mis en parallèle. Je trouvais ça très intéressant. Puis il y en avait eu avant, mais ça a continué plusieurs actions dans plusieurs universités dans ce domaine-là. Et je voulais signaler ce que nous avons organisé avec Christian Hervé et Xavier Coumoul à Paris-Descartes récemment, simplement pour vous dire que j'ai déjà fait un topo là-dessus à cette occasion-là et que vous pouvez retrouver ça sur la médiathèque de Paris-Descartes. Pour signaler ça aussi, le suivi de cette journée, en ce qui nous concerne, avec Christian Hervé et Jacques Hayesh, c'est un suivi en cours qu'on a appelé bottom-up, c'est-à-dire que ce qu'on a décidé de faire, c'est de demander à des étudiants en thèse d'écrire un article sur l'intégrité scientifique dans un sujet de leur choix, avec des prix à la clé, ça comptabilisé dans leur cursus, et potentiellement, ça pourra être publié dans Médecine Science. On a un accord avec Laure Colombel là-dessus, si les articles sont bons. Pourquoi on fait ça? C'est simplement pour que ce soit les étudiants qui prennent vraiment le sujet à bras-le-corps. Et on a quand même 10 réponses là, en très peu de temps, donc on espère que ça va faire boule de neige. En résumé de ce que je vais vous raconter, il s'agit de réflexion, mais surtout pas de jugement moral, parce que si on commence à rentrer là-dedans, on ne s'en sort pas. On est tous coupables de quelque chose, tous ici. Je ne parle pas d'intégrité scientifique, mais en général. Donc il ne faut surtout pas de jugement moral, à mon sens. Sur la façon, et pas seulement au mien d'ailleurs, sur la façon dont le système actuel d'évaluation de la recherche, c'est le grand mot, l'évaluation de la recherche, couplée à la faiblesse de la nature humaine, peut parfois conduire à une altération de l'intégrité scientifique. Et je vais focaliser sur les recherches en sciences biomédicales, simplement parce que c'est ce que je connais, c'est là où il y a beaucoup de cas, pour la prise de conscience et l'information de tous. Voilà.
Donc j'ai listé 4 parties. D'abord le constat. Et en fait, ce que je voulais vous montrer là, c'est que ça peut commencer très tôt. C'est des travaux pratiques de première année de licence. Une collègue qui s'occupe de ça demandait aux étudiants de faire des pipetages dans des tubes, ensuite mettre ça dans un engin, le spectrophotomètre. Et donc, il y a des mesures de densité optique en fonction des concentrations de protéines. Et en général, vous voyez, les points ne sont pas sur la droite, mais elle s'est rendue compte que dans un certain nombre de cas, les étudiants les mettaient sur la droite pour se faire bien, pour avoir une bonne note, ce qui était en fait l'inverse de ce qui se passait au final, hein. Donc, vous voyez, ça peut commencer tôt. Mais en fait, les mauvaises conduites scientifiques ont toujours existé. Il y a des cas célèbres de fraude. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, celui que j'ai choisi ici, un chercheur qui peignait ses souris, simplement parce qu'il voulait montrer que les peaux de souris noires tenaient sur des souris blanches, les greffes, et en fait, la nuit, il allait peindre ses souris. Bon. Alors, en revanche, il y a des petits manquements, et ça, c'est un fort pourcentage. Vous voyez, le chercheur qui élimine une boîte de culture parce que ça ne correspond pas à l'hypothèse de départ, mais potentiellement ça a de graves conséquences. Une étude en 2008 a été effectuée en demandant aux gens est-ce que vous avez fraudé, est-ce que vous en connaissez, etc. Et là, ils se sont rendus compte que ajouter un auteur sur un article, c'est une inconduite si l'auteur en question n'a rien fait. Et ça, c'est 60%. Bon, ok. Mais vous voyez, si on va un peu plus loin, on modifie les résultats d'une façon inappropriée, c'est 5,3%. Et je me rappelle d'une étude antérieure où c'était un petit peu plus faible, ce chiffre-là. C'est-à-dire qu'on demande aux gens, est-ce que vous avez fraudé ? Et il y en a 5% qui disent oui, donc ça veut dire qu'il y en a plein d'autres qui ne le disent pas. Mais en plus de ça, dans une étude antérieure, beaucoup disaient moi non, mais en revanche, lui, elle, oui. C'est très intéressant sur le plan psychologique. Les rétractations d'articles dus à des inconduites ont commencé il y a très longtemps. D'ailleurs, voici une courbe publiée il y a quelque temps, en 2012. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce d'exponentielle. Donc, il s'agit là de rétractations d'articles dus à des inconduites. Donc, ça a commencé il y a longtemps, mais de nos jours, il y a une très forte augmentation des cas détectés. Pourquoi ? Parce qu'il y a le développement des outils d'analyse informatique, la facilité de diffusion des informations. Je vais vous parler d'un site qui s'appelle PubPeer, parce que pour moi, c'est significatif. Il y a peut-être d'autres sites, mais je vais me focaliser sur celui-là. Information sur la rétractation d'articles. Il y a un site très célèbre qui est Retraction Watch. Et bien sûr, la détection des manquements est facilitée. Alors, qu'est-ce que c'est que PubPeer ? Et Boris Barbour va nous en parler tout à l'heure au cours du débat qu'il va y avoir en petit débat après ces interventions. Il s'agit d'un journal club international en ligne créé en 2012 par Brandon Stell, qui permet les commentaires anonymes sur les articles déjà publiés. Il s'agit de Post-Publication Peer Review. C'est un site en Californie, mais son créateur travaille au CNRS et est à Paris-Descartes. Ce qui fait couler beaucoup d'encre, c'est que les commentaires sur les articles sont anonymes. Et on pourra en discuter de ça. Ça a du bon et du mauvais. Bon, voilà, on pourra en discuter après. Quelles sont les causes de ces manquements à l'intégrité scientifique ? À mon sens, j'en ai listé 3. Besoin de fonds pour faire avancer la recherche, besoin de reconnaissance pour la notoriété et l'ego, et besoin de progresser, publish or perish. Et je vais commencer par les fonds et l'ANR. Vous savez qu'il y a une agence qui s'appelle l'Agence nationale de la recherche, qui finance ces projets de recherche. Quand elle a été créée en 2005, elle finançait à peu près 25% des projets. Alors vous allez me dire, OK, mais il y en avait beaucoup moins qui étaient proposés, puisqu'elle venait d'être créée. Mais 25%, c'est bien parce que c'est pour 3 ans. Donc on peut considérer que 3 ans après, on a à nouveau un contrat. Le problème, c'est que c'est tombé à environ 8% en 2015, alors que les crédits récurrents, c'est-à-dire donnés par l'INSERM, CNRS ou autres au laboratoire, ont fortement diminué. Et 8%, c'est pas assez, vraiment pas assez. Alors c'est un peu remonté là, mais c'est vraiment pas assez. Et ça veut dire qu'il y a plein de projets qui disparaissent à cause de ça. Et surtout les projets originaux qui ne sont pas financés. Par exemple, un raisonnement peut être le suivant. Il ou elle, vous voyez ce qu'il y a en bas là, il ou elle a obtenu ses contrats de 3 ans de suite. Moi, je n'ai pas obtenu mes contrats. Ce n'est pas normal. Je suis sûr que il ou elle arrange ses données. Alors pourquoi je ne ferais pas pareil ? Ça aussi, c'est de la psychologie. Besoin de reconnaissance pour asseoir sa notoriété et alimenter son ego. Alors, de quoi s'agit-il ? Là, je vais vous lister 4 choses. Les 2 premiers, Bruno Lemaître et puis Malscience de Nicolas Chavassieux-Louis, simplement, j'ai aucune action là-dedans, hein, mais j'ai trouvé ça très intéressant, ces 2 livres. La tentation du chercheur, qui est un article de bouquin, simplement parce que ce que je vous raconte ici a déjà été écrit, hein, à peu près dans son ensemble, en 2016.
Et puis, on a, avec Jacques Hayech, commis un article, Besoin de reconnaissance et intégrité scientifique, un couple antagoniste. C'est-à-dire, et là, c'est amusant parce que je viens de parler de Jacques et de moi, et puis je vous dis satisfaire l'ego. Alors, qu'est-ce que c'est que les conférences prédatrices pour satisfaire l'ego? Vous ou moi, on est sollicité en permanence par email pour participer à un congrès en tant que conférencier. Mais je peux en recevoir 2 par jour, hein. Vraiment. Vous êtes le meilleur dans votre domaine, donc on vous sollicite. Il y a des prix Nobel qui viennent, hein, et donc c'est comme vous, quoi. Voilà. Alors, c'est à vos frais, mais c'est tellement prestigieux qu'il faut que vous y alliez. Alors, ça peut être n'importe où dans le monde, hein. Et d'ailleurs, ça a été écrit par quelqu'un qui est un collègue chercheur qui s'est fait laisser prendre en 2011, qui est allé, et il décrit ça dans Biochimie en 2011. Et c'est vraiment un article très intéressant et humoristique là-dessus. Bon, besoin de progresser, le fameux publish or perish. Alors, vous savez qu'en 40 ans de carrière, on peut publier entre 30 et 40 papiers quand on est dans le domaine biomédical, jusqu'à plus de 2000. Et ça peut aller jusqu'à 2500. Alors, j'ai calculé 2500 papiers. Et ça existe, hein, il n'y en a pas beaucoup. 2500 papiers en 40 ans, ça en fait 2 par mois depuis qu'on est arrivé en thèse. Bon, je vous rassure, moi, ce n'est pas du tout mon cas, hein. Loin, loin, loin de ça. Et alors, bien sûr, plus on publie, plus les risques d'erreur ou de malfaçon augmentent. Et c'est difficile de tout contrôler. Bon, il y a toujours, quand je dis ça, un petit humour qui dit « Mais est-ce que la personne qui a 2500 papiers les a tous lus ?» Mais peut-être je ne devrais pas. Pour publier beaucoup, on a la tentation du saucissonnage. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de données et on va les mettre dans différents... C'est un petit peu ce qui a été discuté tout à l'heure, là. On va les mettre dans différents systèmes, etc. Et on va faire beaucoup de publications qui sont très proches les unes des autres. Et il y a une liste, la liste de M. Bill, qui n'existe plus maintenant, mais elle continue à être alimentée. C'est ça le net. La liste de Bill n'existe plus, mais elle est toujours là sur le net et elle est alimentée. C'est une liste de journaux en accès libre. Je crois qu'on en a 1300 là, qui proposent de publier des articles scientifiques moyennant finance. Et bien sûr, il y a plein de biais là-dessus. Vous payez, vous avez votre papier publié, mais en fait, on n'est pas vraiment sûr que c'est soumis à des experts et compagnie. Et je voulais vous signaler ce cas-là parce que j'ai un exemple personnel. Mon nom, c'est Forest et je suis sollicité pour écrire des articles sur la forêt. En permanence. Alors, j'ai dit que c'était pas, et qui confondait mon nom avec mon domaine de recherche, mais ça continue à venir. Et donc, en fait, je pense que derrière, il y a des moteurs de recherche, tout simplement. Maintenant, alors, un point important quand on publie un article ou des articles, c'est le problème de la signature d'article, hein. On est tous confrontés à ça. Et je vous ai pris un exemple ici où, vous voyez, il y a le titre de l'article, les auteurs A et B sont les copremiers, parce que c'est des places de choix dans l'article, et les 2 derniers, G et H, c'est aussi les places de choix, auteurs correspondants. Bon, pourquoi j'ai pris ce cas-là? C'est parce que dans ce cas-là, il y a 2 équipes, A et G, et B et H, sont 2 équipes différentes. Or, quand il y a par exemple 2 équipes, et qu'ensuite l'article se retrouve par exemple dans PubPeer pour une malfaçon, un problème d'une figure, etc., il faut savoir qui a fait quoi, sinon c'est très difficile de savoir, hein. Et donc, qui est responsable de la faute? Et surtout s'il y a plusieurs groupes impliqués, parce que quand vous faites des réunions de laboratoire sur des articles, si un autre groupe est impliqué, vous n'avez pas les données sources. Vous avez des trucs déjà qui sont des figures déjà complétées, que vous rajoutez dans l'article. Et beaucoup de journaux demandent d'indiquer lors de la soumission de l'article qui a fait quoi dans le travail. Alors, bon, moi-même, je réponds à ce genre de choses quand j'envoie un article, mais c'est toujours un petit peu, c'est pas suffisant. C'est pas un tel a fait les manips, l'autre a écrit le papier, etc. C'est pas ça. C'est qui a fait quoi précisément. Et je pense que c'est important de faire ça, alors que c'est pas le cas vraiment actuellement. Il faut ajouter à ça le facteur d'impact des journaux. Bon, je ne reviens pas sur ce que c'est, peut-être que vous savez encore mieux que moi ce que c'est ici. Il mesure la notoriété d'un journal. Par exemple, les grandes revues scientifiques dans le domaine qui nous intéresse ont des facteurs d'impact voisins de 30, Nature, Science, Cell, etc. Pourtant, ce qui est certain, c'est que le facteur d'impact ne reflète pas la qualité de l'article. La preuve, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont rétractés et qu'il y a une corrélation positive qui a été démontrée entre facteur d'impact des journaux et proportion de fraude et de rétractation d'articles. Par exemple, la Société de microbiologie américaine, ASM, à cause de ça, a éliminé le facteur d'impact, l'information de facteur d'impact sur son website. Donc, il n'y a pas de corrélation entre la qualité dans l'article scientifique. Enfin, il faut que je module mon propos. Ça peut être le cas, mais très souvent, ce n'est pas le cas.
Les bases de la tentation d'inconduite, souvent entendues, moi-même je l'ai entendu, ne publiez pas dans des journaux de facteurs d'impact inférieurs à 10. C'est un biais des commissions scientifiques spécialisées ou certaines personnes dans ces commissions scientifiques qui confondent le facteur d'impact avec la qualité scientifique. Mais ce n'est pas ce qui est demandé par l'agence d'évaluation de la recherche, ce n'est pas ça qui est demandé, hein, Joël l'a dit, on demande de la bonne science, pas du facteur d'impact. Mais quand même, c'est interprété dans les commissions par « il faut un facteur d'impact élevé ». Et vous savez que DORA, donc Joël Alno en a parlé, le facteur d'impact des journaux scientifiques ne doit plus être utilisé pour évaluer la qualité d'un article ou d'un contrat de recherche. Et l'INSERM et le CNRS viennent de signer DORA, mais c'est encore loin, très loin d'être en pratique dans les commissions scientifiques d'évaluation. Et d'ailleurs, c'est un problème très complexe. Que prendre en compte à cause de ça, à la place de ça? Simplement parce que si on rentre vraiment à fond dans la science, ça prend un temps fou, hein. Je vous signale, je me permets de critiquer mon organisme. Là. En février 2018, la cellule d'évaluation de l'INSERM envoie aux commissions scientifiques spécialisées cette note. Il faut un quota d'appréciation d'avis global, 15% maximum de remarquable et 35% maximum d'excellent. Moi, j'en étais resté à excellent. On peut être remarquable, c'est le outstanding américain. On peut être remarquable et il en faut 15%. Hein, voilà. Mais alors, sur quoi? Je ne sais pas ce que c'est, moi, être excellent. Je ne sais pas. Mais pour moi, ça n'a jamais été défini. C'est apparu dans les années 2000 et comme ce n'était pas vraiment bien défini, on s'est dit, mes collègues et moi, c'est la notoriété des journaux dans lesquels on publie. Hein, c'était ça l'interprétation. Comment publier dans ces journaux à forte notoriété? Alors, on peut faire une recherche avec un scoop. On peut faire une histoire complète, etc., ou être déjà célèbre. Alors, la recherche avec scoop, de quoi il s'agit? Quand vous lisez des papiers, un peu moins maintenant, mais il y a une période où dans chaque papier que je lisais, il y avait un nouveau paradigme. Et je vous avoue qu'il y a quelques années, je ne savais pas du tout ce que c'était comme paradigme. Je suis allé regarder. Et en fait, c'est une découverte scientifique qui est universellement reconnue. Mais en fait, quand vous lisez le papier, vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas un paradigme là qui est. Et je vous assure que, alors c'est un petit peu moins maintenant, mais il y a eu une période paradigme en recherche. L'histoire complète, ça entraîne la falsification ou l'embellissement des données, hein, si vous voulez faire une histoire complète, parce que c'est vraiment compliqué. Comment on peut faire ça? Alors, vous pouvez faire ça par des petits arrangements avec la réalité. Là, je cite une figure d'un article publié il y a quelques années dans un journal de fort impact. Et vous voyez, cette figure, c'est des transfections de cellules. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, mais moi qui ai pratiqué ça, je me dis que ce n'est pas possible. Les barres d'erreur ne peuvent pas être toutes identiques. C'est impossible. Petits arrangements avec la réalité par intime conviction. Hein, c'est un terme qui n'est pas issu de la science, mais voilà. Prenez trois figures ABC. Alors regardez le grand A. Vous voyez qu'il y a une série de témoins, une série de traités, rouge et bleu, et le petit p qui montre la significativité est faible. Donc c'est pas différent. Si on tient compte de la significativité p égale 0,1, c'est pas bon, voilà. Alors c'est une fausse figure, hein, elle a été faite par mon collègue Philippe Noiret pour moi, donc merci Philippe. Mais ce n'est pas des vrais résultats. Mais vous voyez, si on passe en B maintenant, on élimine le point en bas bleu, là, et on passe à P égale 0,04. Ah, on se rapproche de quelque chose de positif. Et si on enlève le deuxième point, on sait, on est à P égale 0,01, ça devient significatif. Donc c'est facile, hein, en fait, on peut faire passer des résultats de négatifs à positifs, en quelque sorte. Et ça posait donc le problème de significativité statistique des données. Et notamment, Richard Horton, le rédacteur en chef du Lancet en 2015, a écrit qu'au moins 50% des recherches précliniques ne sont pas reproductibles. Et c'est fréquemment dû à un problème d'études statistiques inappropriées. Et donc, il y a Ioannidis, qui s'occupe beaucoup de ce genre de choses, qui a proposé récemment de diminuer le petit p de 0,05 à 0,005. Les manipulations de figures, là, c'est des exemples qui sont dans PubPeer. Donc, Boris Barbeau vous parlera de PubPeer tout à l'heure, hein, dans le petit journal qu'on va faire. Voilà l'extrait d'une figure. Vous voyez X et Y, ce seront deux figures différentes. En fait, X et Y sont la même chose, mais Y a été tourné de 180 degrés par rapport à X. Facile. Deuxième exemple, il y en a plein comme ça. Normalement, 1, 2, 3 est différent de 5, 6, 7. Il y a eu du Photoshop. 1, 2, 3 égale 5, 6, 7. Et désormais, on sait trouver ça parce qu'il y a des logiciels qui permettent d'analyser les figures de ce type-là. Il s'agit souvent de figures d'articles qui donnent des conclusions à partir d'une seule expérience qui aboutit à des bandes plus ou moins intenses sur des gels.
et la reproductibilité n'est pas signalée. Mais vous voyez ça dans des journaux de très forts facteurs d'impact. Hein. Est-ce qu'il s'agit de manipulation de figures ou pas? La plupart du temps, dans PubPeer, les auteurs ne répondent pas. Il y a un droit de réponse dans PubPeer. Mais s'ils répondent, ils disent ah, c'était une erreur, désolé, c'est notre négligence, désolé, ou alors c'est pas moi qui ai fait, mais c'est mon copain qui l'a fait. La duplication de résultats. On peut trouver 2 figures identiques dans 2 articles publiés à quelques années d'intervalle. C'est de plus en plus trouvé, ça, donc de moins en moins fait. Le mensonge par omission, c'est vraisemblablement très fréquent. Quand on fait de la recherche, on fait une hypothèse de départ qu'on teste. Et il faut surtout pas dire « je vais démontrer que », surtout pas. C'est ce qu'on essaye d'éviter que les étudiants pensent. On teste une hypothèse et elle est vraie ou pas. Mais parfois, il faut publier de façon positive, et on va parler de negative results tout à l'heure avec Rémi Thomasson, et il faut à tout prix des résultats positifs pour bien publier. Et on peut oublier des contrôles lors d'expériences, etc. La création de résultats, bon, alors là, c'est différent. Ça peut être, c'est pas très fréquent apparemment, mais il peut y avoir ça. Par exemple, celui qui peignait ses souris. Et je passe là-dessus, mais il y a eu un système de fraude organisé par des officines qui faisaient payer pour faire des articles scientifiques, qui était faux, bien sûr, qui était n'importe quoi, mais à partir du moment où vous payez, vous pouviez avoir des articles scientifiques. Je ne parle pas de la France. Plagiat, publication multiple et détournement d'identité. Peut-être qu'il faut que j'accélère, je ne sais pas trop où j'en suis en termes de temps. Le plagiat et l'autoplagiat sont très répandus et posent des problèmes de droit d'auteur. Et je vous donne l'exemple de la rédaction de Biochimie. En 2015, sur 695 articles, 94 ont été immédiatement rejetés pour plagiat. Vous voyez que c'est quand même un pourcentage qui n'est pas négligeable. Le même article publié dans 2 médias différents, et ça c'est de plus en plus facilement remarqué, hein, publier un article A dans le journal X et l'article A est aussi publié dans le journal Y. Le piratage par les auteurs de la publication des adresses électroniques de relecteurs potentiels qui sont proposés aux journaux lors de la soumission d'un article. Alors ça, c'est quand vous soumettez un article scientifique, vous proposez des experts. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte dans un certain nombre de cas, c'est que l'auteur se renvoyait à lui-même l'article. Et ensuite, bien sûr, il n'allait pas dire « je me rejette mon papier ». Et Tumor Biology de Springer a dû retirer 107 articles entre 2012 et 2016 par des chercheurs qui avaient fourni des faux contacts scientifiques. Être déjà célèbre et avoir de l'influence. Par exemple, j'ai lu en 2015 quelque chose dans un article qui était « A modest trend in the same direction ». C'est un article de facteur d'impact 30. Hein, vous voyez à peu près de quel type d'article je fais allusion. En fait, ça veut dire que l'auteur là, utilise ça comme un argument, alors que ça n'en est pas un. Enfin, il a l'honnêteté de dire que ce n'est pas un argument, puisqu'il dit que ce n'est pas significatif. Mais il l'utilise quand même dans l'article, dans l'argument. Et simplement, l'auteur en question est très réputé, donc je pense que là, les relecteurs n'ont pas fait vraiment leur travail. La prévention, comment peut-on faire? Alors il y a certainement autre chose que ça, mais tenue irréprochable des cahiers de laboratoire, tout ce qu'on fait dans les labos doit être répertorié dans les cahiers de labo. Nécessité de contrôle qualité de la recherche permettant de savoir que les données sont fiables. Et puis, on parlait de negative results, et Rémi Thomasson en parlera mieux que moi tout à l'heure. Les conséquences de ça, des conséquences très graves peuvent déjà pour les auteurs des inconduites, ça peut nuire à la réputation, ça va nuire à la réputation, ça peut nuire à la santé, on peut avoir un gros problème de santé quand on vous dit vous avez fauté, et c'est normal, ça aussi c'est de la psychologie. Financière, on peut vous dire on vous a donné de l'argent pour faire ça, vous avez bidouillé, rendez-nous l'argent. Par exemple, on peut être déchu de son poste, on peut avoir une médaille retirée, etc. Pour les patients, j'ai pris l'exemple d'un anesthésiste. Alors ça, c'est le recordman du monde, qui a eu 183 articles rétractés. Je crois que c'était sur 200, quelque chose comme ça. Et en fait, à l'origine, ça a été détecté parce que c'était trop beau pour être vrai. Et en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je ne me ferai pas anesthésier par ce monsieur. Ça peut avoir des conséquences très graves pour la société. Il y a récemment, je ne sais plus, en 2015, je crois, un article d'économistes américains qui ont évalué le coût aux États-Unis, 28 milliards de dollars par an en recherche biomédicale préclinique. Donc c'est certainement plus que ça encore, puisque là, c'était uniquement de la préclinique. Et donc, il y a une crise de confiance vraiment sévère de la communauté scientifique, y compris de la communauté scientifique et de la société, sur ce qui se pratique. Et je vous ai cité quelques titres récents d'articles intéressants. Et donc, il y a eu,
Oh, j'ai encore 5 minutes, c'est super. Merci. Merci, Manuel. Il y a eu donc, à la suite de tout ça, la création de l'Office dont vient de nous parler Joël Alneau et du Conseil de l'intégrité scientifique dont le président est Olivier Lagalle, et ça dépend, donc l'Office dépend de l'HCERS. Et puis, comme l'a dit Joël, les référents intégrité dans toutes les universités, les organismes de recherche, etc., qui sont désormais en réseau. Conclusion et questions. Les fraudes, falsifications de résultats, arrangements avec la réalité, plagiat existent et polluent le système de recherche, mais leur détection est devenue récemment beaucoup plus aisée. Et, à mon sens, et au sens de beaucoup d'entre nous, c'est le système d'évaluation des performances qui est le tout premier inducteur des actes de mauvaise conduite scientifique. Les questions, est-ce qu'il faut sanctionner tout type de fraude ou considérer que certains comportements peuvent être tolérés car ils sont sans impact négatif réel sur les avancées de la recherche, c'est ce qu'on appelle le normal misbehavior en science. On peut en discuter longuement de ça. Et si ce dernier cas est retenu, est-ce qu'on peut établir une limite, une ligne à franchir et laquelle? Par exemple, si on regarde, ça c'est Retraction Watch qui le signale, le nombre de citations de quelques articles phares de la littérature scientifique avant et après leur rétractation. Vous voyez là, en 2005, publié en 2005, rétracté en 2007, 224 citations avant retrait, mais 977 après retrait. Non mais c'est vraiment, ça pose un problème. En 2005, article rétracté en 2010, 318 et 383, et etc. Et ça, en fait, on peut le voir de deux façons. Soit la communauté considère qu'on s'en fiche s'il est rétracté, on continue à le citer parce qu'on ne l'a pas lu. Ou alors, on peut considérer qu'ils ont regardé bien l'article et que les conclusions majeures de l'étude restent valides, même si, à l'intérieur du papier, il y a une ou deux figures qui ont été bidouillées. C'est un point intéressant, important. Comment prévenir les mauvaises pratiques? J'ai listé quelques points ici, il y en a plein d'autres. Mais peut-être que ça va alimenter le débat juste après. Changer le système d'évaluation de la recherche et des chercheurs, ça, je pense que oui, il faut le faire. Oui, mais alors comment, hein? C'est un gros problème. Et c'est très bien que l'Office soit directement en contact avec les cellules d'évaluation. Je pense que c'est là où les choses peuvent bouger. Lever l'anonymat des experts au lecteur, on va en discuter, je ne vais pas en discuter là par manque de temps. Alors on parlera certainement des archives ouvertes comme HAL, la possibilité de pré-publier les articles de façon ouverte comme BioArchive. Et puis, je suis persuadé que ça va être un gros débat juste après, le plan S ou la coalition S, qui dit en gros qu'à partir de 2020, tout ce qu'on publie va être en open access et uniquement en open access. Donc c'est, oui, très bien, mais comment? Est-ce que 2020, c'est pas trop tôt, etc. Donc c'est un gros débat aussi intéressant. Je voulais finir simplement par une note positive. Un constat, d'énormes progrès ont été faits au fil des ans en sciences de la vie et de la santé, avec des bénéfices importants pour la société, ce qui sous-entend qu'il existe une recherche de qualité qu'il faut soutenir, tout en luttant contre la pollution du système par des manquements à la déontologie et à l'intégrité. Et d'ailleurs, j'ai cité en bas, vous voyez cet article, « Progrès scientifique en dépit de l'irreproductibilité des données ». C'est un paradoxe, mais ça continue quand même à fonctionner malgré ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à Claude Forest pour cette très intéressante et très dense contribution. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Bonjour, Didier Chollet, référent intégrité scientifique de l'Université de Rouen. J'ai deux petites remarques ou questions. Le premier, c'est la logique du facteur d'impact et des évaluations HCERS. Voilà, c'est une question ouverte, mais j'ai évidemment derrière la tête un certain nombre d'idées. Et la deuxième chose, c'est les problèmes du cahier de laboratoire pour les sciences humaines et sociales. Parce que pour représenter ces domaines scientifiques, après avoir été vice-président recherche de mon université dans ces domaines, le problème, par exemple, de la relation entre un doctorant et son directeur quand on fait de l'histoire ou de la sociologie, etc., par rapport à la chimie, vous voyez qu'il y a un monde extrêmement important. Et donc, le problème du cahier de laboratoire s'est posé et se pose. Voilà, c'était deux questions, évaluation, donc facteur d'impact HCERS et cahier de laboratoire dans les domaines
sciences humaines et sociales. Alors, le premier point, peut-être que Joël Alno peut répondre. Mon idée, c'est qu'il ne faut plus tenir compte du facteur d'impact, il faut tenir compte de la science qu'il y a dans les papiers. Mais c'est facile à dire, ça, mais très difficile à faire. Et je n'ai pas actuellement la réponse. Mais peut-être que Joël peut rajouter quelque chose là-dessus. Oui, je voudrais juste préciser, même si moi je ne représente pas le HCRS, dont l'office ne dépend pas. L'office ne dépend pas du HCRS, il est hébergé par le HCRS. Alors voilà, c'est une précision qui a son importance aussi. Mais de ce fait, on a commencé un travail justement d'évaluation des référentiels, puisqu'ils intègrent cette question de l'intégrité scientifique. Mais plus précisément, le HCRS a commencé en fait un changement de culture, on peut le dire, même si on peut toujours nous préciser que ça n'est pas complètement rentré dans les mœurs et qu'il faut voir précisément le retour des comités de visite du HCRS. Mais il y a un soutien marqué, c'est ce que j'ai précisé tout à l'heure, aux recommandations de la DORA et aux recommandations du manifeste de Leiden qui précise qu'il s'agit de ne plus prendre en compte uniquement la bibliométrie quantitative et donc les facteurs d'impact, mais de prendre en compte l'impact qualitatif des productions en termes de quelle est la portée de ces productions. Alors bien sûr, vous me direz c'est un effet d'annonce, mais ça commence à rentrer dans les mœurs au sein du HCRS. Après, ça laisse entière la question de ce qu'il en est au niveau des comités de recrutement, des comités de sélection pour les postes d'enseignants-chercheurs. Là, c'est encore autre chose. Je peux juste ajouter que, alors j'ai moi-même fait partie de comité d'évaluation, j'y suis plus maintenant, mais de collègues qui sont dans ce comité d'évaluation, au final, quand on discute de cas à recruter ou à promouvoir, etc., au final, vraiment, il reste le facteur d'impact des publications. Mais et c'est un gros problème. C'est plus le HCRS, c'est Non, bien sûr, comités. je suis d'accord. C'est les organismes de recherche. Bonjour, je suis Michel Dassa, je travaille à l'INSHS du CNRS. Alors, je me suis beaucoup intéressée à ces questions-là et il y a une forme de paradoxe parce qu'effectivement, l'HCERS a fait cette information ce communiqué dont vous avez parlé, mais en même temps, il publie des guides pour chaque domaine scientifique et dans ces guides, on constate qu'il préconise encore d'utiliser et de regarder ces facteurs d'impact et les facteurs d'impact de Scopus. Donc voilà, il y a une forme de paradoxe qu'il faut quand même souligner. Oui, je suis bien d'accord. Oui. Je voulais juste essayer de répondre à la deuxième question, mais je ne suis pas sûr de pouvoir y arriver parce qu'il s'agit d'un SHS que je connais mal. C'est sûr que dans le domaine des sciences appliquées en laboratoire, en biomédical, il y a des cahiers de laboratoire et tout est répertorié. Alors, je pense que ce n'est pas le cas, si j'ai bien compris, dans les sciences humaines et sociales, et peut-être que c'est justement quelque chose sur lequel il faudrait réfléchir, mais je ne peux pas là donner plus de... C'est l'objet d'un débat, je crois. Il faut...